Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour tout le monde, nous voilà de retour pour un nouvel épisode du podcast Culture Soccer. Au micro, Adi Raphaël à l'animation et je suis rejoint par plusieurs des experts MLS de Culture Soccer. En premier, on va commencer par nul autre que Mathieu Lemay. Salut Mathieu, ça va bien? Salut Eddie et salut à tous ceux qui nous accompagnent dans ce podcast pour relater cette finale MLS. Pour tous les passionnés de la MLS et aussi je salue mes collaborateurs que tu vas présenter. Parfait. Et bien évidemment, on est rejoint aussi par un autre rédacteur ici chez Culture Soccer. Un gars qui malheureusement n'avait aucune de ses équipes qui jouait en finale. C'est bien Raphaël Croizard. Raphaël, salut, tu es encore une fois ici avec nous. Puis on a hâte de discuter de cette finale avec toi, là. Salut Adi, salut à tous. Oui, effectivement, ça fait un petit moment que j'ai plus d'équipe engagée, mais on m'invite à chaque fois, donc j'essaie d'apporter le maximum. Tu le fais avec brio. Et en dernier, et non pas le moindre, le rédacteur Antoine Latran. Antoine qui s'est quand même prêté au jeu et est prêt à venir commenter la défaite de son équipe chérie. Antoine, j'espère que tu vas bien et que tu n'es pas trop déçu. Hello Ali, ça va? Quand même vachement déçu d'une opportunité manquée, mais bon, c'est pas grave, on était quand même en finale, donc voilà, on essaie de rester positif, et malgré la défaite des Sounders. Parfait, donc on va en parler, comme vous l'avez su, de cette finale de la MLS Cup entre le Columbus Crew et les Seattle Sounders, mais aussi on va parler après coup de la Ligue des Champions 2020, en fait, qui va se résumer la semaine prochaine, la semaine qui arrive. Donc, on va commencer en tout premier par cette finale. Un score un peu surprise, on va l'avouer. Seattle, c'est une des équipes favorites, peut-être l'équipe favorite de cette année. Même en début de saison, on le savait. Quatrième finale en 5 ans pour les Sounders de Seattle. D'un autre côté, on avait le Columbus Crew qui est un peu sorti, on va pas dire de nulle part, parce qu'on s'y attendait aussi. On l'avait dit lors du guide MLS, comme qu'il y avait beaucoup de bonnes cartouches pour Caleb Porter et qu'il y avait une très, très bonne équipe du côté de Columbus. Par contre, est-ce qu'on s'attendait à ce que Columbus arrive et en fait remporte sans bavure cette finale? Le score de 3-0 est très, très, très sévère. Par contre, faut pas dire que c'est pas mérité parce que Columbus a complètement dominé ses Sounders, n'est-ce pas, Antoine? Ouais, et c'est encore plus étrange quand on voit qu'il y avait 2 joueurs qui étaient testés positifs au Covid 2 jours avant, notamment Darlington Nagbe et Pedro Santos, et qu'on s'attendait vraiment pas. Enfin, on a regardé la feuille du match juste avant le début, et on voit sur ce 11 du Columbus Crew, Derrick Etienne Jr. ou au milieu de terrain Maurice qui a 19 ans, et on se dit ça va être tâche plutôt simple pour les Sounders, et finalement dans les gros matchs de la part de Columbus, de Célarian surtout, qui a sorti un des meilleurs matchs de la MLS Cup, qu'aucun joueur n'a mis en MLS Cup. Il a vraiment tout fait pour cette équipe de Columbus, et derrière de côté Seattle, on a l'impression qu'ils ont vite lâché l'affaire, je trouve. Il y a eu un regain en deuxième mi-temps qui était un peu solide, et il y a une vingtaine de minutes où vraiment j'y ai cru. Il y avait peut-être un but ou deux qui allait passer pour Seattle. Mais non, le reste du match, assez déçu de cette équipe de Seattle qui avait l'air dépitée sur le terrain. Et vraiment, contrairement à Columbus qui se donnait à fond sur chaque ballon, tu avais vraiment l'impression qu'à Seattle, il y en avait qui voyaient déjà le match perdu très tôt. Ouais, effectivement, il faut dire aussi, on a parlé un peu tu as parlé brièvement de ce 11 de départ, un 11 de départ surprise, tu as parlé des absences de Darlington Nagbe, on a fait un super bel article, tu as écrit un super bel article là-dessus, Antoine, sur Culture Soccer. Finalement, il n'était pas là, Pedro Santos n'était pas là, c'est quand même 2 pièces très importantes. Mathieu, quand tu as vu ce 11 de départ-là et que tu as vu que ces 2 pièces-là n'étaient pas là, est-ce que tu t'es dit, les carottes sont cuites pour Columbus ou est-ce que tu y croyais encore? Honnêtement, je ne savais pas trop quoi penser, mais pour avoir vu évoluer le Crew cette saison et pour les avoir vus ensuite jouer ce match-là, je me disais que la clé justement pour gagner allait se jouer sous juste des aspects qui dépassaient la formation tactique. Et moi, en tout cas, je le résume avec des voyelles, c'est-à-dire un triple A, de l'ardeur, de l'abnégation, de l'adversité. C'est ce que Columbus a montré dans ce match, comme ils ont montré pendant à peu près toute la saison. Puis je rajouterais à ça 3E, de l'énergie,
Là, j'ai oublié les deux mots, mais ça va me revenir. Mais en tout cas, de l'équilibre, voilà. Là, je viens de me rappeler. Donc, de l'équilibre, de l'énergie, puis aussi de l'envie. Voilà. Ils ont montré tous ces éléments-là pendant une bonne partie de la saison, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Nagbe a été absent longtemps cette saison. Ils ont même perdu Zelarayan. La COVID les a touchés aussi avant qu'ils perdent ces deux joueurs-là. Mais j'ai comme l'impression que Caleb Porter savait comment s'y prendre pour amener ses joueurs à donner le maximum. Et c'est ce qu'ils ont montré dans ce match sur le terrain. À l'opposé, je ne crois pas que Seattle les a sous-estimés, mais peut-être qu'ils ont beaucoup donné contre Minnesota lors du match précédent et peut-être qu'ils avaient peut-être moins d'essence dans le réservoir face à Columbus, qui a aussi été porté un peu par leur foule, par leur public. Et ça aussi, ça a dû contribuer à faire la différence. Mais moi, c'était ça les clés du match pour moi. Si Columbus montrait qu'on pouvait surmonter les absences de Santos et de Nagbe, il y avait moyen d'aller chercher un résultat parce que ça se joue en un match. Si ça avait été un match aller-retour, j'aurais dit là, ça aurait été vraiment compliqué la perte de Nagbe et Santos. Mais en un match, tout est possible. C'est ça la beauté du foot. Puis voilà, Columbus est allé chercher la victoire, puis ils ne l'ont pas volée. Effectivement, ils ne l'ont pas volé. Raphaël, est-ce que pour toi, on a su que Columbus a été une des équipes les plus touchées par la COVID depuis le début de la pandémie? Plusieurs fois, on a eu plusieurs joueurs qui ont été touchés à plusieurs reprises différentes. Donc, ça n'a pas été juste une semaine où ils ont eu des problèmes de COVID, puis après c'est parti. C'est revenu à plusieurs reprises. C'est peut-être, je pense, une des seules équipes qui a eu autant à répétition des cas COVID. Est-ce que pour toi, cette victoire-là, c'est un peu le doigt d'honneur à la COVID? Bah oui, totalement. C'est sûr que c'est une équipe qui va d'autant plus mériter son titre que c'est pas une équipe qui a été favorisée par la Covid en affrontant des adversaires affaiblis, mais au contraire qui, elle, a été affaiblie à plusieurs reprises et jusqu'en finale avec deux joueurs importants qui manquent. Mais effectivement, c'est vrai que c'est comme tu dis, un doigt d'honneur à la Covid parce que on voit que cette équipe-là, elle a jamais baissé les bras. Elle a montré beaucoup d'envie, comme disait Mathieu, mais c'est vrai, voilà. Pour moi, le Crew, c'est une équipe aussi où chaque joueur a su être à 100% quand il était appelé à jouer et à remplacer des titulaires absents. Donc, voilà, pour moi, c'est totalement mérité et c'est vrai que c'est un bel hommage rendu, en tout cas, un beau doigt d'honneur, effectivement, à cette maladie qui nous a bien embêtés cette saison et du coup, oui, qu'on espère ne plus avoir la saison prochaine. Ouais, en tout cas, on va se croiser les doigts par rapport à ça et on laissera les autorités à prendre les décisions nécessaires pour que ce soit éradiqué à un moment donné. Mais revenons un peu à ce match-là. Écoutez, j'ai fait un tweet durant ce match-là avant le match et puis je regardais un peu objectivement ces deux équipes-là et ces deux 11 de départ-là. Okay? Et je veux avoir votre avis là-dessus et comment ça se fait que sur papier, cette équipe de Seattle était quand même bien au-dessus que cette équipe du Crew. Je vais vous donner un peu mon analyse quand j'ai vu rapidement les 11 de départ. Donc, on a, disons, gardien, on va dire que il y a deux très bons gardiens des deux côtés, mais Stéphane Frei a quand même une grosse expérience, donc j'avais donné avantage à Stéphane Frei. En défense centrale, pour moi, c'était presque égal avec un très bon défenseur central, Mensah d'un côté, Gomez de l'autre côté, puis deux autres défenseurs centraux qui sont des défenseurs centraux de métier, mais pas non plus extraordinaires, avec Williams et O'Neill. Sur les latéraux, avantage à ce moment-là du côté du Crew, avec Milton Valenzuela, Harrison Afful par rapport à Nuutolo et Alex Roldan. Au milieu de terrain, bien évidemment, et logiquement, Roldan, Paolo, en tant que milieu défensif, milieu relayeur, devait être supérieur à Arthur Maurice, voyant que Maurice, c'est quand même un bleu qui était, je pense, à son troisième départ en MLS. En tant que milieu offensif, bon, Lodero face à Zelarayan, oui, on a la jeunesse de Zelarayan, par contre, on a l'expérience de Lodero. Donc, moi, j'avais donné avantage à Lodero, étant un des meilleurs joueurs de la MLS. Sur les ailes, en tant qu'ailier, si on regarde ça très logiquement et très objectivement, Maurice Jovin-Jones, c'est supérieur à Derrick Etienne Jr. et Luis Diaz. Et en pointe, j'ai quand même mis que les deux joueurs étaient presque égaux, parce que c'est quand même des joueurs qui marquent souvent, donc Zardes et Rui Diaz, bien que Rui Diaz est un peu plus talentueux. Est-ce que, Antoine, quand tu regardes comme ça ces 11 de départ-là, est-ce que tu te dis,
Est-ce que tu as encore du mal à comprendre comment une équipe avec ce 11 de départ-là a pu battre une équipe de Seattle avec autant d'expérience et autant de talent? Parce qu'à part les latéraux sur les côtés, les latéraux défensifs, sur tous les autres points de vue, c'est soit égal, soit supérieur pour Seattle. Ouais, et c'est là où la tactique fait toute son importance. Kyle Porter a été parfait dans ce qu'il a pitché à ses joueurs. Columbus, on s'attendait à ce qu'ils aient beaucoup le ballon, parce que c'est une équipe qui aime jouer avec la possession quand il y a Darrington Nagby. Et il a réussi en fait hier à laisser un peu le ballon à Seattle, à partir plus dans des contres, et il y avait d'énormes trous dans la défense de Seattle. Notamment, j'ai trouvé Shane O'Neill et Alex Roldan assez fébriles et ça a laissé quand même de gros espaces derrière. Et la tactique de Berhalter en faisant parfois ramener Zardes dans le milieu de terrain pour amener les défenseurs centraux à créer des espaces derrière, ça a super bien marché. Et voilà, il a réussi à battre une équipe qui était supérieure sur le papier grâce à une tactique qui se vaut. Et à Seattle, en plus, on pourrait. Bon, enfin, je n'étais pas forcément d'accord avec ça, mais on pourrait parler du fait qu'il y avait Gustav Svensson qui a commencé sur le banc, Brad Smith pareil, Kevin Lerdam, qui sont des mecs, il y en a beaucoup qui sont pleins de le voir sur le banc. Moi, je trouvais ça logique de titulariser les mêmes gars qui avaient gagné la demi, le quart, etc. Mais il y en avait qui voulaient voir ces vétérans sur le terrain, et ça peut-être aussi, voilà, autant que c'est la victoire de Kyle Porter tactiquement, autant on peut aussi incuber à Brian Schmetzer des manquements dans sa tactique, aussi quand il fait des choix de remplacement en deuxième mi-temps qui sont pas forcément les plus judicieux, je trouvais. Donc ouais, voilà, c'est une belle victoire tactique et puis une victoire de Zelarian. Enfin, vraiment, je peux que le redire. Il a sorti une masterclass hier et enfin, c'est assez rare de voir un match pareil, même si on connaissait tout son talent. Hier, il a vraiment totalement dominé Seattle à lui seul. Donc voilà, ça a très bien marché pour Columbus grâce à cette tactique. Ouais, ben écoute, c'est vrai que Zelarayan, quand même, c'est le joueur décisif. OK, 2 buts, une passe décisive, il a été extraordinaire devant. Par contre, je pense qu'on a tendance à un peu minimiser un peu le travail de Arthur et Maurice, qui ont fait un énorme travail à, limiter les mouvements de Nicolas Lodero et aussi à prendre l'ascendant sur la paire Roldan-Joao Paulo, qui sont quand même une très, très bonne paire de milieux aussi. Est-ce que pour toi, Raphaël, c'est cette bataille au milieu de terrain où on a les 3 joueurs, Maurice, Arthur, Zelarayan, qui ont été supérieurs à Lodero, Roldan, Paulo, est-ce que c'est là que ça s'est joué? Oui, totalement. Pour moi, c'est exactement là que ça s'est joué parce on pouvait avoir un peu d'appréhension avec l'absence de Darlington Nagby au début de match. Mais finalement, ce jeune Aidan Morris, comme tu le disais, qui n'a pas plus que 3 feuilles de match cette saison, ou peut-être une de plus, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, c'est un jeune qui était dès le départ et qui a fait une très bonne performance. Il n'a pas été submergé par l'importance de l'événement, comme ça peut arriver de temps en temps quand on débute dans une finale aussi importante que celle-ci pour le coup. Et effectivement, Arthur à côté, qui est un joueur, je trouve que c'est un joueur qui manque peut-être un peu de reconnaissance en MLS, parce que c'est vraiment un très bon joueur qui est assez régulier et que moi j'aime beaucoup personnellement. Et bien sûr, après, effectivement, donc la comparaison avec Joao Paulo et Christian Roldan en face est forcément à la faveur du crew, et c'est, je pense, là où tout se joue. Avec en plus, évidemment, devant Lucas Zelarayan qui fait, comme disait Antoine, une masterclass. C'est un match incroyable hein, pour lui. Il a totalement dépassé Lodeiro dans son opposition hier soir. Donc vraiment, c'est là où tout s'est joué, je pense, au milieu de terrain. On voit que d'ailleurs, enfin, c'est pas étonnant que ce soit Zelarayan qui marque 2 buts des 3 de son équipe. Et en plus, une passe décisive, parce que c'est vraiment là où ça se jouait. Derrière, les attaquants étaient là surtout pour créer des espaces. Donc, surtout Zardes, évidemment, qui crée des espaces, mais aussi sur les latéraux, Derek Etienne Jr., Luis Diaz, qui était là pour faire des appels et créer des leurres dans la défense adverse, pour justement libérer un peu d'espace à Zelarayan, qui a su magnifiquement les exploiter, tout simplement. Ouais, effectivement, tu as complètement raison dans tout ce que tu as dit. Par contre, j'aimerais un peu parler de ces cadres du côté de Seattle avec toi, Mathieu.
on a des cadres comme Nicolas Lodeiro, Jordan Morris, Raúl Ruiz-Diaz. Ces trois, on les appelait le Fabulous Three, en fait, les trois joueurs fabuleux du côté de Seattle. Comment tu peux expliquer que ces trois joueurs-là n'ont pas vraiment vu le jour dans ce match-là? On a vraiment senti ces trois joueurs-là comme si c'était des joueurs quelconques. On s'attendait. Si jamais tu es un nouvel observateur de la MLS, puis tu regardes ce match-là et qu'on te dit, ouais, Lodeiro, Maurice, Ruiz-Diaz, c'est des dieux, et tu regardes le match, t'es pas convaincu, en fait, en les voyant. Ils ont été quand même quelconques. Comment tu expliques ça, Mathieu? Ben, c'est redevable en grande partie à la stratégie de Caleb Porter. On vous avait parlé de tactique. Sur ce plan-là, effectivement, Porter a vu juste, puisque sa stratégie, ça a été de dire on leur laisse pas le ballon. Moins ils touchent le ballon, moins ils vont nous faire du mal. Et ça fait partie aussi du concept d'équilibre que j'ai évoqué tantôt. Donc, Caleb Porter a demandé à son équipe de continuer à jouer un peu ce que Berhalter avait fait pendant plusieurs années, c'est d'offrir du beau jeu en attaque, du jeu de possession, mais d'avoir une conscience défensive quand on perdait le ballon. Et une des clés du match, c'est qu'on a parlé de Zelarayan qui a été efficace en attaque. On parle de Zardes et ses appels, on parle de Diaz et de sa façon de percuter. Mais ces joueurs-là se replient en défense et viennent soutenir les joueurs comme Arthur et même comme Morris pour compenser aussi. Ça a peut-être aussi contribué à ce que le jeune soit un peu en confiance. Et c'est ça, l'ossature de l'équipe restait quand même solide et Porter leur a amené cette conscience-là défensive pour jouer de façon plus équilibrée. D'ailleurs, si tu regardes le parcours de Columbus en série, ils ont donné des buts seulement qu'en huitième de finale contre les Red Bull. Dans tous les autres matchs, c'est des blanchissages. Même avec l'absence de Loy Room comme gardien titulaire lors des 2 matchs précédents en série avant qu'il revienne en finale. Alors, en quelque part, leur stratégie, c'est de profiter de la possession du ballon pour ne pas laisser l'adversaire construire le jeu. Après, peut-être que Seattle, qui prend l'habitude de faire le dos rond, on se serait attendu à ce qu'ils reprennent du poil de la bête. Mais en quelque part, Columbus a évité peut-être l'erreur de Minnesota, c'est-à-dire qu'ils ont cette solidité-là, ils ont confiance dans leur charnière. Je veux dire, Mensah et Williams ont été solides toute la saison. Valenzuela, on en a parlé dans un podcast précédent, il est revenu un peu d'entre les morts, si je puis dire, après cette blessure, cette déchirure ligamentaire où on pensait que son retour allait être compliqué. Même Harrison Afful, qui a connu une saison difficile l'an dernier, c'est un vétéran, mais il l'a vu neiger, pardonnez-moi l'expression, et il a été lui aussi très solide sur son flanc, même si ce n'est pas le plus costaud des joueurs. Ils ont joué en équipe, ils ont été solides tout le long comme ça, et c'est Caleb Porter qui leur a apporté ça. Même si on pouvait avoir l'idée que c'était peut-être pas cette année qu'ils voulaient gagner, l'opportunité s'est présentée, ils sont rendus jusqu'au bout, ils l'ont fait. Puis ils ont juste tué dans l'œuf toutes les possibilités de Seattle de revenir. Et après, je rajoute ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que Seattle n'avait pas l'énergie pour surmonter ça, cette solidité défensive que Columbus a affichée, non seulement dans ce match, mais durant toutes les séries éliminatoires. Ouais, c'est sûr que Columbus a fait un bon match, a pris une opportunité qui s'est présentée à elle. Je suis pas trop sûr si jamais c'était pas dans les plans de remporter la MLS Cup dès maintenant. On pourra pas le savoir. C'est sûr que c'est quand même juste l'année 2 du projet Caleb Porter. En début de saison, je parle. Ouais, c'est surtout ça. pour le début. Mais t'as raison. En début de saison, mais une fois que les séries sont arrivées et qu'ils ont progressé, ben c'est sûr que Caleb Porter les a amenés à dire ben là, on a une opportunité, on va jusqu'au bout. Puis surtout qu'on jouait devant nos partisans à la finale. Ça aurait été fou là, de dire non à la possibilité de la remporter. Mais ça arrive des fois des équipes qui gagnent un an plus tôt que prévu selon leur plan. Mais en début de saison, je suis persuadé que Columbus ne s'imaginaient pas qu'ils allaient être prétendants. Mais ils se voyaient comme beaucoup plus améliorés que ce qu'ils ont à faire l'an dernier. Ça, c'est certain. Oui, effectivement. Donc, le tandem Porter-Bezbatchenko qui pour l'année 2 qui remporte la MLS, c'est quand même, est-ce qu'on peut dire que Bezbatchenko, c'est un des meilleurs directeurs sportifs de la MLS maintenant? Je pense oui, alors là, il n'y a pas de doute. En fait, une question à poser alors à Antoine. Est-ce que pour toi, Bezbatchenko, c'est peut-être le meilleur directeur sportif de la MLS, sachant ce qu'il avait fait du côté de Toronto et sachant ce qu'il a fait présentement du côté de Columbus? Ouais, il a fait du bon boulot avec Columbus. Après, c'est une très belle équipe qu'ils ont, Columbus. Il n'y a pas eu, je trouve, il y a des très bons choix, Zelarayan, Nagby, etc. Mais après, il y a aussi beaucoup
d'anciens transferts qui sont de l'époque de Greg Berhalter, avant que Caleb Porter arrive, et Belchenko pareil. Donc je pense pas qu'on puisse tout de suite lui donner le titre de meilleur directeur sportif. Surtout que tu as d'autres mecs en MLS qui ont fait des transferts un peu plus sous les radars, qui ont été des succès énormes. J'ai pas envie de parler de Garth Lugaway, le mec de Seattle notamment, tu vois, mais Belchenko, il est un peu tôt pour le dire. Il a réussi les signatures qu'il a tenté de faire. Mais il n'y a pas eu non plus, je trouve, une recrue de dingue sortie de nulle part qui a été un pari super réussi. Tu vois, enfin, il nous a quand même mis Fernando Adi en début de saison au Crew. Donc voilà, il n'a pas réussi tous ses paris non plus. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'il y a matière à débat et je pense qu'on peut débattre de ça pendant longtemps. Bon, Bezbatchenko, juste le fait d'avoir remporté cette MLS Cup avec deux équipes différentes, c'est quand même tout le crédit lui revient. Oui, Berhalter avait mis beaucoup de fondations ici au Crew. Par contre, il a amené les pièces manquantes pour offrir cette MLS Cup au Crew de Columbus, quand on parle à Eloy Room, Dealer Room, de Zela Ryan et plein d'autres. On a Mokhtar, on a Derrick Etienne Jr. C'est tous des joueurs qui n'étaient pas là du temps de Berhalter. Il y en a beaucoup, j'en ai nommé juste certains. Mais revenons un peu à ce sujet-là par rapport au gardien de Columbus, surtout Raphaël. On voit souvent que les entraîneurs font confiance à leur équipe qui les a aidés de match en match. Okay? On a vu par exemple du côté de Brian Schmetzer qui a remis son 11 de départ, exactement le même 11 de départ qui l'a fait passer contre Minnesota. Dans ce cas-là, Caleb Porter a choisi une avenue différente. Okay? On a vu que lors des 2 derniers matchs du Crew de Columbus, c'était Andrew Tarbell qui était dans les buts. En finale de la MLS Cup, on remet Eloy Room. Oui, c'est le gardien numéro 1, mais de l'autre côté, comment tu peux expliquer ce genre de décision? C'est vrai que c'est une décision quand même très difficile de la part de Caleb Porter, mais est-ce que tu comprends la décision de remettre Eloy Room dans les buts ou est-ce que tu aurais donné, toi, une chance à Andrew Tarbell qui a quand même porté l'équipe à lui tout seul dans les 2 derniers matchs, Raphaël? Ben, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué parce que quand généralement on met un gardien remplaçant, on s'attend pas à avoir une bonne performance particulièrement. En fait, le gardien remplaçant, c'est un peu triste à dire, mais il est là pour assurer les arrières du numéro 1 et c'est un gardien qui joue très très rarement. Et là, il a eu sa chance, Andrew Tarbell, sur les matchs précédents, sur les deux matchs précédents où il était titulaire. Et en plus, il fait un bon match. Il fait 2 clean sheets. Donc voilà, c'est 2 très bons matchs pour lui. Après, peut-être que Caleb Porter se dit que il n'était pas sollicité de manière très dangereuse et du coup, il a préféré assurer le coup face à une équipe comme Seattle qui, sur le papier, paraissait plus dangereuse et pouvait attaquer davantage que Nashville ou encore le New England Revolution. Et du coup, il s'est dit, voilà, je préférais prendre mon gardien numéro 1, entre guillemets, assuré, pas prendre de pari en relançant une 3e fois Andrew Tarbell face à une équipe qui est beaucoup plus performante sur le papier que les 2 précédemment cités. Et du coup, c'est dans ce sens-là que je peux comprendre cette décision-là de Caleb Porter de remettre Eloy Room, qui est le gardien numéro 1. Mais c'est vrai qu'au début du match, avant le match, la question pouvait se poser parce que effectivement, les 2 précédents matchs de Tarbell étaient plutôt réussis, plutôt aboutis, et la question pouvait se poser. Mais je pense que voilà, c'est l'expérience et tout simplement la crainte peut-être de lancer dans le très grand bain Tarbell trop tôt. Si je peux, Adi, juste sur le même sujet, en plus, c'est marrant parce que c'est un truc que Caleb Porter a fait, alors que Schmetzer, pas du tout. Schmetzer, c'est la même chose. Svensson, il était blessé, puis après, au Covid, parce qu'il était en trêve international. Et quand il n'était pas là, on l'a un peu sorti du 11. Et quand il est revenu, Schmetzer a essayé d'être loyal envers ses joueurs qui avaient déjà gagné la demi-finale. Et donc, il a décidé de ne pas le remettre dans le 11 directement. Et je pense que contrairement à Caleb Porter, justement, Caleb Porter a eu un petit peu on va dire la volonté d'essayer de mettre son meilleur 11 sur le terrain, qu'importe si les derniers matchs n'étaient pas bien ou mieux déroulés. Je me disais, on n'a pas eu en fait je sais pas si c'est juste de l'audace, mais en tout cas, ça a marché pour Porter et pas pour Schmetzer, ce qui est assez intéressant. Ouais, j'avoue que c'est assez intéressant. Après, bon,
Gustav Svensson est quand même rentré parce que tu as parlé un peu d'audace ou en fait des choix de Brian Schmetzer, mais il y a une chose on peut pas pointer du doigt Brian Schmetzer, à mon avis, à mon humble avis, et je vais avoir ton avis là-dessus, Antoine. Est-ce que tu penses que est-ce qu'on peut vraiment blâmer Brian Schmetzer quand tu vois qu'il a quand même tout tenté? Vraiment, je regarde un peu les cartouches qu'il avait sur le banc. Il a tout tenté. Il a fait des changements en voyant que son équipe vraiment avait pris l'eau lors de la première mi-temps. Dès le début de la deuxième mi-temps, il fait rentrer Brad Smith, il fait rentrer Gustav Svensson juste pour taper un coup dans la fourmilière. Juste après, vers la 60e minute, ben, il fait de nouveaux changements. Il passe en 4-4-2 en faisant rentrer Calvin Leerdam pour Roldan, Will Bruin devant pour João Paulo. Donc, il va encore plus vite. Et puis après, il enlève un défenseur central et il fait rentrer Jimmy Medranda, qui, un joueur de couloir qui peut vraiment occuper tout le couloir gauche. Est-ce qu'on peut vraiment pointer du doigt Brian Schmetzer sur ce match-là? Parce qu'il a quand même tout tenté. Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il y en a qui diront il aurait dû faire jouer Leerdam et Svensson directement, en fait, parce que c'est eux qui sont rentrés et qui ont un peu donné la victoire contre Minnesota en demi. Mais je peux comprendre aussi qu'il a voulu sortir le même 11. Je lui en veux pas personnellement. Je pense que c'est plus un échec collectif parce que j'ai vraiment trouvé certains joueurs, comme je te dis, j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras très tôt. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils étaient crevés. Mais en tout cas, je pense que c'est plus une défaite collective. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est facile de dire ça après le match, mais quand Svensson il sort un énorme match à Minnesota en rentrant et que, c'est quand même le mec était quand même capitaine avec la Suède, c'est un vétéran de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas le genre de mec que tu veux mettre pour un match de playoff? Jovin Jones, il a pas été très bon contre Minnesota et là il a recommencé aussi dans le 11. Il a été mis direct. Si tu avais mis Svensson, tu aurais mis Roldan à droite, donc pas de Jovin Jones. Voilà, il y a quelques choix qui auraient pu être faits, mais bon, c'est très simple pour moi de le dire après le match, quoi. Et franchement, au début du match, je vois le 11, ok, je me disais, remets ton 11 qui a marché sur tous les playoffs, genre moi, je ne lui en voulais pas. Et c'est vrai qu'avec le recul, il aurait peut-être dû être un petit peu plus audacieux et moins simpliste. Ouais, mais ça, c'est toujours aussi, je pense, le problème des supporters versus les entraîneurs. Si jamais il avait mis un autre 11, on lui aurait dit, pourquoi t'as pas mis le même 11 qui t'a porté durant toutes les playoffs? Mathieu, c'est quand même difficile la vie d'entraîneur, hein, parce que selon tes décisions, tu peux toujours avoir raison, comme tu peux toujours avoir tort. Et dans ce cas-là, c'est facile de le dire après coup, comme quoi il aurait dû ou il aurait pu. Avec les cartouches qu'il avait en place, on peut pas dire qu'il n'a pas tenté quelque chose. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est un peu la même question que j'ai posée à Antoine, mais je veux avoir ton avis là-dessus, toi, Mathieu. Ah ben oui, évidemment qu'il a tenté quelque chose. Seattle en deuxième demi a mieux paru qu'en première. Donc l'équipe n'a pas baissé les bras, même s'il y avait, selon moi, un manque d'énergie. On a cherché à lutter, mais finalement, pour une rare fois, on s'est buté à un mur. Même les chances de marquer semblaient soit fuir le cadre, soit que le room faisait l'arrêt, soit que la défensive était solide. Donc, en quelque part, Seattle aurait essayé, mais on partait cette fois de loin derrière, à 2-0 face à Columbus. C'était clair que ce n'était pas une équipe, disons, aussi inexpérimentée que Minnesota dans une situation de ce genre. Et aussi, et ça, il faut le dire, Seattle à l'étranger cette saison, ils sont en dessous de la moyenne de la MLS. Et c'est souvent comme ça. Des fois en série, ça arrive parfois que ce genre de situation, de statistiques-là se reflète un petit peu. Seattle, à l'étranger, ils ont été moins forts qu'à la maison et c'est aussi quelque chose qui a peut-être joué en leur défaveur. Alors, peut-être que si le stade avait été vide, le scénario du match aurait été différent, mais en quelque part, on ne peut pas blâmer Brian Schmetzer. Au contraire, quand on regarde le parcours de cet entraîneur-là, moi qui l'ai vu derrière le banc de Seattle en 2004, en finale contre l'Impact de Montréal à l'époque où c'était pas la MLS. Donc, Schmetzer a fait tout un parcours et il est très attaché, très enraciné avec le club. D'où, en quelque part, je pense, l'importance de l'enracinement, effectivement, pour expliquer les succès d'une équipe. Et Seattle n'y échappe pas. Columbus, c'est la même chose sous un autre angle. Et
moi, ça me rassure de voir qu'il a réussi à amener son équipe 4 fois en finale en 5 ans. Là. Il va falloir le souligner. Puis il en a gagné 2. Alors, c'est pas comme si c'était un échec. Au contraire, il aura contribué à amener cette équipe-là au plus haut sommet, alors qu'à l'époque où, même si Seattle a toujours fait les séries en 12 ans d'existence en MLS, cette équipe-là, pendant 7 ans, ne franchissait pas les quarts de finale avec Sigi Schmidt, le prédécesseur. C'est Schmetzer, certes, avec l'aide de Nicolas Lodeiro, c'est sûr que ça aide toujours, et de quelques bonnes acquisitions, que Seattle a franchi un cap et est devenu une formation dominante. Mais franchement, là, on ne peut pas dire que tout s'écroule à cause qu'ils ont perdu une finale comme ça là, en un match. Surtout considérant qu'ils ont gagné une finale sans tir cadré, leur première finale contre Toronto, où ça s'était décidé au tir au but. Comme quoi, hein, les scénarios du match comme ça, tout est possible. Tout est dans l'ordre du possible. Donc, à l'arrivée de tout ça, c'est pas forcément la faute de Seattle ou de Schmetzer s'ils ont perdu. Il y avait une équipe plus forte en phase 2 à l'instant T du match. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Et on a qu'à préparer les plans maintenant pour la saison prochaine. Et je suis persuadé que Seattle sera encore une équipe très présente et très forte au sein de la MLS en 2021. Parfait, c'est parfait parce que tu lances bien un peu la saison prochaine. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le match en tant que tel. Par contre, j'aimerais un peu parler de cette saison prochaine. Est-ce que, Antoine, je vais commencer par toi, même si tu as parlé récemment, je vais quand même commencer par toi vu que tu es celui d'entre nous qui suit le plus les Sounders de Seattle. Est-ce que tu penses qu'il est temps de changer de cycle? Est-ce que tu penses que cette équipe-là, oui, ils sont arrivés en finale, oui, c'est vrai, mais il y a eu quand même à plusieurs reprises où on a vu un peu les limites de cette équipe-là. Est-ce que pour toi, ces 3 joueurs-là, Rui Diaz, Maurice Lodeiro, avec derrière Gustav Svensson, Stefan Frei dans les buts, est-ce que tu penses qu'il est temps de passer à un nouveau cycle et peut-être changer, brasser les cartes un peu, ou est-ce que tu penses que ce même effectif-là peut encore être compétitif sur 1 ou 2 ans encore? C'est une très bonne question. Je pense que déjà, il faut que Schmetzer re-signe son contrat. Parce qu'en théorie, il n'a plus de contrat à la fin de l'année et il n'a toujours pas re-signé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Négociation salariale un peu compliquée apparemment. Je pense qu'il restera. Je ne vois pas Schmetzer aller nulle part. Enfin, c'est un mec de Seattle, mais c'est déjà une bonne chose à faire. Ensuite, à Seattle, ce qui est cool, c'est que depuis 2016, comme tu disais, on est vraiment dans le même cycle. Et en fait, c'est un cycle qui arrive à survivre malgré Dempsey qui part en retraite, comme ça, soudainement, parce qu'il y a des problèmes. Marshall aussi qui part en retraite en plein milieu de saison alors qu'on s'y attendait pas. Ils ont réussi, en fait, à chaque fois à faire partir des joueurs, à en amener d'autres. Mais il y avait quand même, il n'y a jamais eu un renouvellement à 50% de l'effectif. Et je pense qu'il faut essayer de continuer tant que Schmetzer est entraîneur dans cette direction. Tu as cité pas mal de joueurs. Je pense qu'il y en a pas, ils sont pas nombreux ceux qui partiront. Je pense que Lodeiro, c'était, je pense, une de ses meilleures saisons cette année. Donc je vois pas pourquoi il partirait ou il jouerait moins l'année prochaine. Maurice, pareil, à moins qu'il parte en Europe, mais ça m'étonnerait quand même. Rui Diaz, il devrait rester. Il y a peut-être, je pense, un défenseur central qui arrivera pour être avec Andrade. Les latéraux, on est très bons aussi. Il y a 2-3 mecs un peu vieillissants. Tu parlais de Svensson. Il a commencé un petit peu cette année à perdre sa place avec un milieu Roldan, João Paulo, qui est assez jeune. Donc je pense qu'il y a 1 ou 2 ans encore pour cet effectif de Seattle, même les remplaçants, les Brad Smith, les Erdam, les Will Brown ne sont pas si vieux que ça. Donc on peut faire encore 1 ou 2 saisons. On rajoute un défenseur central. On peut rajouter un peu de profondeur de banc, mais je pense que c'est un effectif qui peut encore faire 1 ou 2 saisons sans changer de cycle pour Seattle. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils peuvent renouveler avec 1 ou 2 joueurs, rajeunir un peu l'effectif. Parce qu'il y a quand même un peu trop de vieux, selon moi, dans cet effectif-là. Quand tu vois Torres, quand tu vois Svensson qui sont là, Bruin, tous des joueurs au-dessus de 30 ans. Je pense qu'ils ont besoin d'un petit coup de jeune quelque part aussi. Mais ils ont toujours réussi à le faire. Mais j'aimerais faire rêver un peu Raphaël. Raphaël, ceux qui ne le savent pas, un fan d'Atlanta et du Galaxy de Los Angeles. Brian Schmetzer, ça te tente? Aujourd'hui, Brian Schmetzer, oui, évidemment que ça me tente. Après, on voit aussi que du côté d'Atlanta ou même du LA Galaxy, c'est Guillermo Barros Schelotto pour le Galaxy, c'était un grand nom
au début, franchement, j'étais très content de voir cet entraîneur arriver. Il avait fait de très bonnes choses du côté de Boca. Et ça a été compliqué pour lui au Galaxy, même s'il accroche les playoffs la première saison. Mais on peut aussi, enfin, c'est aussi et surtout grâce à Zlatan qui était vraiment omniprésent cette saison-là et qui a vraiment conduit cette équipe en playoffs. Selon moi, sans Zlatan, c'était pas pareil. Et de l'autre côté, Frank de Boer, qui était un entraîneur, comment dire, un peu, voilà, Décrié. qui est décrié, mais qui avait quand même fait des bonnes choses avant et qui avait aussi fait des choses moins bonnes, notamment du côté de l'Angleterre dans le passé. Donc c'était un peu compliqué de se faire un avis sur lui. J'attendais de voir, je voulais lui donner sa chance. C'est vrai que très rapidement, ça a été compliqué et on a vu, voilà, cette équipe, même si elle gagnait des matchs en première saison, la première saison avec lui, elle gagnait des matchs et c'était bien, mais il n'y avait plus cet esprit, il n'y avait plus ce jeu qu'on aimait tant du côté d'Atlanta. Donc effectivement, voilà, Brian Schmetzer, ça pourrait être une très bonne idée. Je pense pas que ça correspondrait vraiment au Galaxy à l'heure actuelle. Peut-être plus à une équipe comme Atlanta qui aurait peut-être besoin voilà, d'un second souffle, mais sans non plus tout renverser. Alors que le Galaxy, je pense qu'il veut vraiment tout renverser. Et dans ce cas-là, Greg Vanney, ce serait, je pense, le coach idéal. Alors que du côté d'Atlanta, bon, on parle beaucoup de Gabi Hemse qui apparemment viendrait, mais c'est vrai que Schmetzer, ce serait aussi un très bon choix, je pense. Est-ce que, Mathieu, tu penses qu'un coach qui a quand même passé presque toute sa carrière, en fait, que ce soit de joueur ou même d'entraîneur avec les Sounders de Seattle, pourrait être tenté par un autre projet en MLS, ou est-ce que tu penses que c'est pas le style de la maison, ça n'a pas l'air vraiment son style à toi, à lui? Par contre, on s'entend, tu passes de Seattle, qui est quand même une équipe très bien organisée, où il y a tout le monde connaît un peu sa place, et c'est quand même assez intéressant d'aller dans un nouveau challenge du type Atlanta ou du type LA Galaxy où tu as un peu plus, même voire beaucoup plus de moyens, quelque chose à construire de zéro, être le début d'un projet. Est-ce que tu penses qu'il y a cette possibilité que Brian Schmetzer claque la porte du côté de Seattle et aille ailleurs, Mathieu? J'ai du mal à l'imaginer parce que Schmetzer est tellement enraciné dans cette ville depuis des années. Je ne sais pas s'il va se rendre ailleurs ou s'il va réussir ailleurs. Honnêtement, c'est pas comme Caleb Porter, par exemple, qui a réussi ailleurs ou voir peut-être un Bruce Arena, par exemple. C'est possible qu'il le fasse. Je serais intéressé de voir ça, mais c'est quelqu'un qui est tellement enraciné dans sa ville et qui a tellement fait de bonnes choses dans cette ville que je le vois mal quitter comme ça vers un autre projet. C'est vrai qu'il faut renouveler son contrat, évidemment, mais je ne sais pas. Lui, j'ai vraiment du mal à l'imaginer ailleurs. On sent qu'il est très attaché à Seattle, au club, et depuis des années. C'est sûr qu'un jour, il va falloir tourner la page, mais est-ce qu'il va vraiment aller entraîner ailleurs? S'il va entraîner ailleurs, je ne le vois pas forcément en MLS à ce moment-là. Il va peut-être faire autre chose. Ou est-ce qu'on ne le verra pas venir? Mais honnêtement, moi, à court terme, je le vois encore rester à Seattle, bien sincèrement. Antoine, tu le prendrais comme une trahison si jamais Schmetzer signe ailleurs en MLS? Non, parce que je pense que s'il signe ailleurs, c'est que Seattle ne lui a pas donné ce qu'il voulait. Et enfin, voilà, enfin, c'est dingue de se dire qu'on a été 4 fois en finale en 5 ans. Donc, il faut lui donner ce qu'il veut. Enfin, s'il veut une augmentation de salaire, donnez-le lui. S'il veut plus de pouvoir aussi. Il avait en tout cas fait, pour la petite anecdote, des entretiens, notamment à l'Impact et il me semble à Toronto ou au Rapid, je sais plus, quand il était assistant de Sigi Schmidt à Seattle. Donc c'est une idée qu'il a déjà eue hein, de sortir. Il n'avait pas été pris par l'Impact, mais voilà, ça pourrait se faire à mon avis. Mais je pense que tout le monde, que ce soit les fans, le président ou lui-même, préfère qu'il reste à Seattle. C'est juste un problème de contrat pour le moment et on espère que ça se fera bientôt parce que la MLS, il n'y a pas de trêve. Hein. On a déjà un mercato aujourd'hui, une draft d'expansion mardi dans la semaine, puis il faut vraiment recommencer à reconstruire tout de suite. Donc il faut qu'on règle ce souci au plus vite. Exactement. Les amis, juste un petit, je pense qu'on a couvert tout ce qu'il faut du côté de la MLS Cup. Un petit tour de table rapide. Aujourd'hui, on a une fenêtre de transfert qui s'ouvre juste pour 4 heures de temps. Elle est ouverte maintenant. Il est 9h22 ce matin, le 13 décembre, le lendemain de la MLS Cup. Elle est ouverte de 9h heure de l'Est au Canada et à l'Est de l'Amérique du Nord. Donc de 9h à 1h.
Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du mouvement? Est-ce que vous attendez à du mouvement ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment une fenêtre de transfert qui, malheureusement, où c'est quand même assez calme? On va commencer direct par, commençons par Mathieu cette fois-ci. Qu'est-ce que tu en penses? À quoi tu t'attends de ce point de vue-là dans cette mini fenêtre de transfert de 4 heures? Et il pourrait se passer bien des choses comme il pourrait se passer peu de choses. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même du mouvement. Est-ce que ce serait du mouvement soit pour améliorer l'effectif, soit pour prévoir justement la liste de protection en vue du repêchage d'expansion qui arrive aussi très vite? Il peut se passer plein de choses. J'avoue que 4 heures comme ça, j'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler parce que c'est vraiment là, une marge de manœuvre, une marge de temps très courte. Et je me demande qu'est-ce que les équipes ont prévu. Mais c'est clair que les directeurs sportifs, les dirigeants des clubs, ils vont pas rester passifs. Ils vont certainement tenter de faire quelque chose. Je ne m'attends pas à des gros coups, là, par contre. Je m'attends plus à quelques petits coups ici et là, des manœuvres visant sans doute à justement préparer ses pions en vue des prochaines décisions à suivre. J'ai parlé du repêchage d'expansion, mais il y en a d'autres qui vont venir évidemment après. Alors, le contexte des équipes est différent. Par exemple, l'Impact doit jouer un match de Ligue des champions de la CONCACAF dans quelques jours. Son contexte est bien différent d'un club MLS qui, lui, ne joue pas cette compétition et qui n'a que la saison suivante à préparer ou à prévoir. Donc, c'est là-dessus que j'ai hâte de voir exactement quel genre de décisions vont être prises. Mais ne vous attendez pas là, à des coups de circuit. Attendez-vous à ce qu'il y ait quelques petits coups, quelques manœuvres, des échanges d'argent peut-être en argent d'allocation ciblé ou en allocation générale, des joueurs peut-être de banc ou des joueurs de la relève, des joueurs des académies qui vont peut-être changer d'adresse, dépendamment de ce que ça va coûter sur la masse salariale ou par exemple, les joueurs par rapport à la liste de joueurs que tu veux protéger, puis il y en a que tu sais que tu ne pourras pas. Et si tu peux avoir quelque chose en retour, s'il y a une possibilité qui s'offre. Dans le fond, ça va tourner autour de ces différents scénarios-là. Il est possible qu'il y en ait d'autres. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais personnellement, là, comme je le disais, je ne m'attends pas à un coup de circuit ou à un méga échange là, à 3 clubs, par exemple, comme on en voit dans les autres sports nord-américains. Surtout pas avec 4 heures d'ouverture pour le marché comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est quand même très peu les 4 heures. Qui veut se lancer en premier, Raphaël? Bah oui, alors bon, nous en tant qu'Européens, alors je sais pas ce qu'en pense Antoine, mais moi en tout cas en tant qu'Européen, c'est vrai que ce genre de fenêtre de 4 heures, c'est très particulier. Alors bon, le fonctionnement de la MLS est très particulier aussi quand on compare au championnat européen, bien évidemment, mais c'est vrai que ça semble vraiment, comment dire, exceptionnel ce genre de fenêtre de 4 heures parce qu'on se demande bien ce qui peut se passer. Bon, en analysant un peu, je suis plutôt de l'avis de Mathieu, il y aura pas enfin en tout cas. Je pense pas qu'il y aura de très gros mouvements pendant ce petit laps de temps. Je pense que ce sera surtout du rafistolage un peu, du bricolage sur quelques postes où il peut manquer, il peut y avoir voilà un petit manque, effectivement de la profondeur de banc, ce genre de choses, mais je vois pas de très gros mouvements non plus. Ouais, c'est rare en tout cas qu'il y ait de gros mouvements dans cette fenêtre de transfert, n'est-ce pas, Antoine? Oui, ce sera des mouvements inter-MLS qui ont déjà été décidés auparavant et enfin, les mecs vont pas commencer à faire les transferts maintenant, quoi. C'est des trucs qu'ils ont déjà préparés et la fenêtre de 4 heures pour juste les confirmer. Et comme le disait Mathieu, il y a énormément de drafts qui arrivent, notamment des drafts de repêchage pour les joueurs qui sont toujours en contrat avec la MLS mais qui veulent pas rester dans leur équipe ou qui sont libérés par leur équipe. Et je pense que c'est aussi l'impact Covid et les négociations salariales qui sont compliquées. Mais j'ai l'impression que les clubs cette année ont vraiment beaucoup laissé de joueurs sur le côté cette année. Donc il va y avoir de très bonnes affaires à faire. Et aussi des joueurs, je pense, qui ont quitté la MLS un peu à cause de ça, malheureusement. Mais ça va être intéressant à voir les transferts intra-MLS pendant ce mercato. Exactement. On va les suivre, en tout cas, sur Culture Soccer, ces drafts-là. La première draft, c'est la draft d'expansion qui va se jouer dans 2 jours avec Austin, qui sera la nouvelle franchise dans un MLS qui pourra choisir parmi 16 équipes des joueurs non protégés. Alors, on va pas rentrer en détail sur cette draft-là, mais Austin... c'est sûr que les nouvelles équipes dans ces 2-3 dernières années, lors de la draft d'expansion, ont plus cherché soit des joueurs de rôle qui ont joué
quelques matchs ici et là, ou soit des joueurs qu'ils ont ramenés juste pour après les échanger pour autre chose, pour de l'argent, pour recruter en fait d'autres joueurs. Est-ce que vous pensez que Austin fera un peu la même chose, va aller repêcher des joueurs pour les utiliser un peu comme monnaie d'échange pour aller chercher d'autres joueurs, ou est-ce que vous pensez qu'effectivement elle va plus aller choisir des joueurs de rotation, voire même de très bons joueurs, dépendamment de qui est disponible? Antoine, est-ce que tu penses que cette draft d'expansion va profiter à Austin et de quelle manière? Ouais, si j'étais eux, je ferais un peu comme a fait Nashville l'année dernière, parce que Nashville était allé chercher quelques joueurs intéressants et qu'ils avaient réussi à soit les trader, soit à le garder comme joueur de rotation. Les effectifs de MLS d'année en année deviennent meilleurs avec des remplaçants qui ont de plus en plus de qualité. Tu vois, on parlait justement du banc de Seattle. Aujourd'hui, Seattle ne se fera pas prendre de joueurs parce que ils ont déjà été pris, ils se sont fait prendre un joueur par Miami l'année dernière. Mais imaginons ils doivent en protéger 11, tu as quand même des gros noms sur le banc et c'est ça dans plusieurs clubs. Moi, je pense à Toronto, je peux penser à Atlanta. Enfin, je pense que tu auras quand même des clubs avec des joueurs intéressants à aller prendre pour les faire partir titulaires. Le projet de Austin est vraiment très intéressant. Je pense que sportivement, il y a moyen que ça marche. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et surtout, les drafts d'expansion, c'est juste un truc hyper folklorique. Enfin, moi, j'adore. C'est trop drôle de se dire que tu es une équipe, tu dois choisir 11 joueurs qui ne sont pas prendre. Du coup, ça crée toujours un drama pas possible parce qu'il y a des joueurs qui se sentent offusqués de ne pas être protégés ou non. Tu dois protéger peut-être des jeunes plutôt que des vétérans parce qu'ils valent plus cher. Enfin, c'est super folklorique à chaque fois, je trouve ça assez drôle, mais j'aimerais pas être les directeurs sportifs qui ont à faire ces choix de liste de joueurs qui protègent. Oui, on l'a vu aussi dans le passé avec à un moment donné Osvaldo Alonso qui n'avait pas été protégé par Seattle et il s'était fâché à ce moment-là. Puis bon, on a compris aussi qu'un peu plus tard, peut-être je pense un an plus tard ou quelques mois plus tard, je me rappelle plus c'était quand exactement, Alonso est parti finalement à quitter Seattle et je pense que c'était un des éléments précurseurs du départ de Alonso. Donc oui, directeur sportif, faites gaffe. Faites gaffe. Si on regarde un peu la draft d'expansion de 2019, les amis, on voit quand même des joueurs qui ont fait du bien. À certaines équipes, on a vu Ben Sweat, par exemple, à l'Inter Miami, qui avait été repêché, Abu Danladi du côté de Nashville, Alvas Powell du côté de l'Inter Miami aussi, et on a vu d'autres qui sont partis assez vite, dont par exemple Jimmy Medranda, qui est maintenant avec Seattle, ou bien Lee Nguyen, qui était avec l'Inter Miami et qui est revenu aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Mathieu, est-ce que tu penses que de nos jours, voyant comment la MLS évolue, cette draft d'expansion a encore lieu d'être? Ben, dans un sens, oui, parce qu'on a vu qu'il y a des équipes d'expansion qui ont fait des choix avisés. Hein? On n'a qu'à penser à Nashville. Il y a donc toujours des possibilités d'aller chercher des joueurs intéressants si on fait un bon travail en amont. Alors, il reste aussi que je pense que la MLS veut aussi que ces équipes d'expansion s'intègrent très bien. Et quand on voit le succès à la billetterie des nouveaux clubs, ben, c'est évident qu'on veut leur offrir un produit qui est loin d'être nul, si je puis dire. Et les équipes d'expansion, à part peut-être Cincinnati qui a connu des difficultés, ont généralement réussi leur entrée en faisant un travail aussi bien en matière de frais de transfert ou en matière de recrutement extérieur, en matière aussi de même, j'irais jusqu'à dire, à la super draft. On n'a qu'à penser à Gressel, par exemple, à Atlanta, donc à une certaine époque. Alors, s'il y a un travail en amont qui est fait, le repêchage d'expansion peut s'avérer très utile, surtout pour solidifier les contours de ton effectif pour bien cimenter le tout. Parce que c'est bien beau avoir des joueurs désignés, c'est bien beau d'avoir des joueurs TAM, d'avoir des joueurs vedettes qui sont pleins de talent, mais pour avoir une équipe gagnante, ça te prend des joueurs de soutien, ça te prend des joueurs qui connaissent la MLS, ça te prend des éléments qui soient capables de répondre ou qui sont des plombiers ou des cols bleus qui sont capables de faire un travail sur le terrain qui reste peut-être dans l'ombre, mais qui contribue tellement au succès d'une équipe et à amener un peu à l'équilibre de son jeu, à amener aussi un visage, disons, plus multidimensionnel, si je peux dire. Alors, en quelque part, le repêchage d'expansion peut être très utile, surtout quand on voit et on entend des commentaires ou des échos comme ça, on voit que les autres équipes, lorsqu'ils cherchent à protéger des joueurs, c'est compliqué des fois de prendre des décisions. Et ils se doutent qu'on risque de perdre un ou deux bons éléments en cours de route avec les années.
c'est pas quelque chose de facile. Alors, en Ouais, c'est quelque part, difficile à régler un peu voilà. et à prendre ces décisions-là pour les directeurs sportifs et à faire tout ça et perdre un joueur un peu gratuitement aussi. C'est bon, il y a 50 000 dollars d'argent de location qui est donné par la ligue au club qui perd un joueur, mais n'empêche, écoute, 50 000 dollars, on s'entend que c'est pas énorme non plus en gamme. Raphaël, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que le Galaxy est une de ces équipes qui n'est pas protégée de cette expansion, contrairement à Atlanta qui ne malheureusement ou heureusement qui ne perdra pas de joueurs du côté de la expansion draft. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu n'as vraiment pas envie de voir partir du côté du Galaxy, sachant que les homegrown players ne sont pas des joueurs qui sont sélectionnables? Est-ce qu'il y a un joueur que tu as ciblé et que tu aimerais qu'il soit protégé? Parce qu'on n'a pas la liste des protégés, malheureusement, encore. Ouais, alors il y a quelques joueurs évidemment qui sont très importants pour le Galaxy, mais de manière générale, j'attends vraiment un gros renouvellement du Galaxy. Donc pour moi, voilà, les joueurs importants dans notre effectif à l'heure actuelle, ça va être Nick Depuis qui a fait une bonne saison globalement, le jeune défenseur. Le jeune Donc, attaquant de l'Impact, défenseur chez vous, oui? voilà, c'est ça, exactement. Du coup, bon, maintenant il a 26 ans, il est plus si jeune que ça, mais en tout cas, dès qu'il était appelé, il était pas mauvais. Alors, il faut dire aussi qu'il n'était pas aidé par son compère en défense, que ce soit Steres ou Giancarlo Gonzalez. Mais je pense que c'est un joueur sur qui on peut s'appuyer pour la suite. Après, bon, au milieu de terrain, évidemment, on a Jonah Dos Santos qui est vraiment important. On a vu que sans lui, ça changeait souvent la phase du match. Du coup, c'est un joueur clé et devant. Alors, il va falloir le racheter déjà avant, mais Christian Pavone, Ouais. qui lui, voilà, est le joueur décisif du côté du Galaxy. Bon, alors pour l'instant, c'est en négociation pour savoir il va être racheté par le club ou pas, parce qu'il est censé revenir à Boca, vu que c'était juste un prêt. Mais voilà, on attend de ça. Mais sinon, et bien sûr, si, j'ai failli oublier, mais important aussi, Liedget qui est très important, Sébastien Liedget qui est Ouais. un très bon joueur qui joue avec l'équipe nationale. Donc, de l'expérience, du talent. Et sinon, pour moi, le reste, sans compter les home ground, bien évidemment, mais sinon, le reste, ça peut partir. Allez-y, je m'en fous. Allez-y. Si on peut changer, si ça peut nous permettre de renouveler l'effectif, allez-y. Voilà, Bon, non, en il tout y a cas, que quelques joueurs voilà, qui sont importants et voilà, pour moi, c'est le socle. Mais c'est vrai que le reste, bon, alors évidemment, si tout le monde s'en va, ce sera la crise, hein, mais ce sera pas possible. Mais non, voilà, sinon, c'est pas très grave. Ensuite, si un ou deux joueurs s'en vont sur le reste de l'effectif, je pense que ce sera remplaçable assez facilement. exactement. Ben, je pense, en tout cas, il n'y a plus beaucoup de joueurs clés du côté du Galaxy, à part ceux que tu as nommés. Mais en tout cas, on verra ce qui va se passer lors de cette expansion draft. On va passer rapidement sur la dernière chose dont je voulais parler aujourd'hui. C'est la Ligue des champions CONCACAF. Donc, la Ligue des champions CONCACAF, où on a les équipes MLS, on a 4 équipes MLS qui sont encore en lice dans cette Ligue des champions-là. Après, pour combien de temps, on n'a aucune idée. Je vais vous nommer un peu ces équipes-là et un peu vous nommer leurs défis et ce qu'ils ont à faire pour se qualifier cette semaine. Donc, en premier, on a Atlanta United, un de tes clubs, Raphaël, qui va recevoir Club América, sachant que Club América s'est imposé à domicile chez eux lors du match aller 3-0. Le match retour se joue, tous les matchs de cette Ligue des champions CONCACAF se jouent dans une bulle à Orlando de nouveau. Donc, il n'y a plus d'avantage de terrain, en fait, vu qu'il n'y a pas de supporters non plus. Donc, Atlanta United jouera contre Club América. Ça va se jouer le 16 décembre, donc mercredi. Du côté de Los Angeles FC, qui va rencontrer le Cruz Azul aussi du Mexique. Il n'y a pas eu de match à aller jouer, ça va se jouer sur un seul match, donc il n'y a pas à s'en faire des buts à l'extérieur ou quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres matchs. Le troisième match, c'est New York City FC. Alors, New York City FC a perdu contre les Tigresses à la maison sur le score de 1-0. Le match retour se joue encore à Orlando, mais avec, entre guillemets, les Tigresses qui jouent à domicile, entre guillemets. New York City FC aura besoin de marquer un minimum de 2 buts si jamais ils veulent
passer. En fait, non, c'est pas vrai. Ils peuvent marquer un seul but, puis après, si c'est 1-0, puis ça ira au penalty. Donc, et là, on a une dernière équipe de MLS, ben, c'est l'Impact de Montréal qui, à ce moment-là, va jouer le match retour. Le match aller, il y avait une défaite de l'Impact de Montréal à domicile sur le score de 2-1 contre le CD Olympia du Honduras. Et là, c'est le match retour qui, à domicile pour Olympia, même si ça se joue à Orlando. Donc là, l'Impact de Montréal devra marquer un minimum de 2 buts si jamais ils veulent passer, parce qu'une victoire 1-0 ne sera pas suffisante vu qu'Olympia a marqué 2 buts à l'extérieur. Pour vous, et je vais avoir votre avis à chacun d'entre vous, juste des petites prédictions sur chacun des matchs, et selon vous, qui a le plus de chances de passer? On va faire ça en tour de table assez rapidement. On va commencer par toi, Antoine. Alors pour aller assez vite, en tout cas pour les quarts de finale, hein, pas pour qui va gagner la coupe, mais je pense qu'au niveau des quarts de finale, l'Impact a vraiment ses chances parce que le CD Olympia c'est un peu l'adversaire le moins fort malgré leur avance sur Montréal, c'est le moins fort sur le papier par rapport au club mexicain. L'Impact a quand même eu du temps pour se reposer. Alors certes c'est un peu embêtant le calendrier parce que ça arrive au moment où tu dois faire des choix au niveau de ton effectif, mais ils ont eu le temps depuis leur élimination en play-off pour se préparer à ce match et donc je crois assez en eux. New York City FC, pareil, je pense aussi qu'ils ont une vraie chance. C'est un des effectifs stables en MLS. Je pense pas qu'il va changer énormément d'ici à l'année prochaine et donc ils ont un noyau dur qui pourrait les mener à battre Tigres peut-être. Atlanta, j'ai beaucoup plus de mal à les voir jouer. Forcément, ils ont 3-0 à rattraper ce club et ils ont toujours pas d'entraîneur, pas un effectif stable. Je pense qu'ils vont vraiment le jouer comme une phase de préparation. Et le LAFC, c'est pareil, il y a quand même pas mal de choix à faire. Après, pour le LAFC, c'est quand même assez important la Champions League. Je me souviens que Bob Bradley en parlait souvent. Donc, si je devais faire un ordre, je mettrais New York City FC, Montréal, LAFC et puis Atlanta en termes de chance. Parfait. Toi, Raphaël? Bah, moi, je pense que voilà, Atlanta, ça va être compliqué. 3-0, comme disait Antoine, c'est pas fini hein, parce que tout peut arriver, mais ça va être très compliqué. Toujours pas d'entraîneur, Il va y avoir un effectivement. hat-trick de Adamian. Qu'est-ce que tu parles? De quoi tu parles? Adamian va marquer un hat-trick. Non, je blague. Non, j'aimerais bien, pourquoi pas, mais ça suffirait même pas encore, tout à fait. Il faudrait encore un autre but derrière. Mais non, effectivement, ça va être compliqué. Et je pense vraiment que ce sera un match de préparation. Je ne sens pas en plus du côté d'Atlanta que ce soit bon quand je regarde les forums, les réseaux sociaux, je ne sens pas que ce soit vraiment un match sur lequel les supporters, le club aussi comptent vraiment parce que je pense que voilà, ils se disent que c'est joué d'avance. Et maintenant, l'idée, c'est on regarde la saison prochaine et ce match, c'est comme c'est comme s'il n'existait pas. Donc voilà, j'ai l'impression que ce sera juste une petite préparation, une petite mise en bouche, mais rien de plus. Sinon, du côté de LAFC, face à Cruz Azul, là, il y a vraiment effectivement une chance, surtout que c'est sur un match sec, donc tout peut arriver. J'aurais bien envie de mettre une petite pièce sur le LAFC. Comme disait Antoine, effectivement, c'est une compétition que le club, dans le club aimerait performer, donc pourquoi pas. Pour New York City, alors moi je suis un peu à l'inverse d'Antoine. Je suis plutôt, alors, je me dirais plutôt vers une victoire, enfin une qualification du Tigres, parce que ça reste quand même une équipe, une valeur sûre au Mexique, qui voilà, a connu une saison plutôt bonne. C'est vrai que c'est toujours compliqué de rattraper un retard en plus dans ce genre de match. Donc voilà, je vois bien le Tigres préserver son but d'avance et se qualifier. Et en revanche, pour l'Impact, effectivement, je crois un peu à la remontée de cette équipe de Montréal qui affronte une équipe, comme disait Antoine aussi, un peu plus faible par rapport à ce qu'on a pu voir, enfin par rapport au club mexicain, effectivement. Donc là, effectivement, l'Impact Montréal pourrait avoir sa petite chance sur ce match-là et se qualifier. Je pense que c'est tout à fait dans les cordes de cette équipe-là. Ouais, ben Mathieu, tu es un des plus proches observateurs de l'impact. Et est-ce que tu es aussi confiant que nos amis Antoine et Raphaël? Est-ce que tu penses que c'est l'équipe qui a le plus de chances de remonter un peu son retard? Et puis donne-nous aussi tes prédictions sur les 3 autres matchs.
Moi, je pense aussi parce que, contrairement à l'époque où l'Impact n'avait pas un vrai directeur sportif et avait un vide structurel avec un drôle de plan opaque où on n'avait aucune idée dans quelle direction les joueurs allaient et il y avait un club unidimensionnel sur le terrain, ça n'était que du court terme, les succès qu'on avait pu voir, même si certains nous ont fait vibrer. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place et on sent qu'Olivier Renard a appris qu'est-ce qu'il en était des règles de la MLS et la marge salariale dont il dispose pour construire l'équipe. Et on voit qu'il ne brûle pas les étapes, justement. Il y va une étape à la fois, puis il est franc du collier lorsqu'il répond aux questions sans nécessairement mettre tout carte sur table parce qu'il ne peut pas le faire d'une façon ou d'une autre. On sent qu'il y a quelque chose de cohérent qui est là et qu'il y a une direction claire qui est prise. Est-ce qu'il va y avoir des erreurs en cours de route? Évidemment, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et on a vu déjà cette année, malgré la pandémie et malgré les difficultés auxquelles l'Impact a dû faire face, on a senti quelque chose qui a changé au sein de cette équipe, dans la façon de voir les choses, dans la façon de faire. Et aussi, même les joueurs, dans leurs commentaires, on sent qu'il y a quelque chose de différent. La signature de Kyoto et ses commentaires, même les joueurs qui ont quitté, qui avaient des bons mots pour une fois par rapport à l'organisation, alors qu'avant, quand les joueurs quittaient, on s'en rappelle, même Didier Drogba, ça semblait un peu... ça semblait compliqué, les rapports entre. Oui, mais entre la Mathieu, direction sur de ce l'époque. match-là, Mathieu, sur ce match-là, tu vas loin. Oui, mais mais attends, tu vas me voir venir. Moi, je ne brûle pas les étapes non plus, Adi. Sois patient. Et pour en revenir à ce match-là, justement, moi, je le vois comme une opportunité. L'Impact doit le voir comme une opportunité pour continuer dans la direction qu'elle a prise et ne pas focusser sur le résultat à court terme, justement. C'est là où je veux en venir. Alors, parce que, en quelque part, qu'il se présente en décembre, on va être d'accord, c'est pas le moment idéal et on sent que les joueurs n'ont peut-être pas la motivation au maximum, mais ça reste des professionnels. Il reste qu'il y a quelque chose qu'il va y avoir après, ce n'est pas la fin du monde. Ils n'ont rien à perdre, allons-y, on va jouer. Si on ne gagne pas et on ne passe pas au tour suivant, c'est pas la fin du monde, il va y avoir d'autres opportunités. Est-ce qu'on peut en tirer des apprentissages? Justement, oui. Cette équipe-là est dans ce mode-là au point où on en est dans la construction d'effectifs et dans le plan sportif que Renard a mis en place. Est-ce qu'il essaie de faire? Lui, il ne peut pas juste faire des acquisitions ou gérer à court terme juste pour ce match-là. Il faut qu'il voit plus loin. Alors, les joueurs doivent se comporter de la même façon. Et moi, j'attends pas moins que les joueurs qui soient là-bas nous montrent quelque chose. Je pense entre autres à la possibilité quand Amar Sedic, on lui donne les clés du match comme meneur de jeu. Il va sans doute faire des erreurs, mais comme c'était un peu son profil au départ quand on l'a recruté avant, là, quand même, c'était à l'époque de Rémi Garde, eh bien, peut-être qu'il va, il va jouer peut-être libre, libéré de tout stress. Il va se dire, on n'a rien à perdre, alors je vais faire ce que j'ai à faire. Et il peut nous montrer des belles choses. Il peut avoir des surprises qui vont justement nous donner des indications pour la saison suivante. Ça peut être très intéressant de ce point de vue-là. Il y a peut-être des jeunes qui vont ressortir. Moi, je vois ce match-là comme une opportunité, tout simplement, si on prend en compte tout ce que j'ai dit avant, parce que c'est dans l'échiquier actuel, c'est là où l'impact en est. Oui, je comprends. Mais là, on est en train de parler de la Ligue des Champions et des 4 matchs qui vont se jouer. Donc, pour toi, quelles seraient tes prédictions? Qui tu penses va pouvoir passer au tour suivant? On n'est pas en train de parler de projets à long terme. On parle de cette compétition-là, indépendamment de où se trouve chacune des équipes. Qu'est-ce que tu penses de chacune des équipes? Dire quand même, parce que cette compétition-là va revenir. Là, l'Impact, je ne pense pas que l'Impact la néglige. On l'a vu en début de saison. Donc, moi, personnellement, je ne les vois pas passer à Olympia, en toute logique. Mais ça me dérange pas. C'est ça que je veux dire. Moi, ça me dérange pas plus qu'il faut. Je pense pas que ça dérange la direction plus qu'il faut. Mais j'espère qu'ils vont quand même nous montrer quelque chose d'intéressant pendant ce match-là, qu'ils ne vont pas le jouer les mains dans le dos en se disant ça sert à rien de le jouer, on n'a pas envie. Non, qu'ils nous montrent quelque chose, puis peu importe si à l'arrivée, on sera éliminé et que ça nous invite justement pour l'année prochaine. Il y a quelque chose à aller chercher dans cette rencontre-là de la Ligue des Champions, au même titre que l'Impact a montré un visage fort intéressant contre la Nouvelle-Angleterre. Malgré les blessés, ils ont été combatifs. On a été éliminés. C'est ce visage-là que je veux voir en Ligue des Champions pour le match qui s'en vient là, cette semaine. C'est un peu ce visage-là que je veux voir avec des joueurs qu'on n'aura pas vu venir, qui vont sortir, qui vont nous montrer des choses. Qui vont probablement aussi, c'est important que je le dise, qui vont établir des éléments avec lesquels Thierry Henry va travailler pour la saison prochaine, même Olivier Renard aussi. Donc, c'est pas indissociable l'un de l'autre. Et quand l'Impact aura la possibilité de revenir en Ligue des Champions, je suis persuadé que cet apprentissage-là va revenir et ça va jouer peut-être en leur faveur parce que, ils ont été éliminés en championnat canadien. Ils ne seront pas là l'an prochain.
autant profiter de ce match-là, au fond. Ouais. Non, Pour c'est aller sûr. jusqu'au bout. C'est Et si on sûr, passe c'est au sûr. tour suivant, tant Ouais. mieux, on va poursuivre la route, puis on va montrer autre chose. L'Impact n'a rien à perdre, au fond, ils ont tout à gagner en quelque part. Effectivement, Mathieu. Et les autres matchs, New York City FC Tigres, Los Angeles FC Cruz Azul et Atlanta United America. Ouh, ça va être compliqué pour toutes ces équipes-là, justement en partie à cause du calendrier, puis aussi parce que les adversaires des clubs MLS jouent en ce moment dans leurs ligues respectives. Ils ont donc un peu ce que j'appellerais la forme du match. Ils sont, ils sont un peu moulés à ce qu'ils ont à faire, alors que les clubs MLS, tous ceux que tu as nommés, ils ont été éliminés des playoffs, ils n'ont pas joué depuis quelques semaines. Et il y en a certains qui ont connu des difficultés. Atlanta United, par exemple, dont la saison a été difficile. Moi, personnellement, je ne les vois pas franchir la prochaine étape. New York City FC non plus. Je pense que l'élimination contre Orlando leur a fait mal. Et puis, il y a quelque chose au sein de cet effectif-là qui, selon moi, n'indique pas une possibilité d'avancer plus loin. Et pour ce qui est de LAFC, c'est peut-être l'équipe qui aurait le plus de chance. Mais encore là, leur défensive, elle est poreuse. On en a parlé longtemps, toi et moi, mon cher Adi. Ça va être difficile. Malheureusement, dans le contexte actuel, je pense pas que ce soit l'année de la MLS là, pour aller loin en Ligue des Champions. Mais bon, ça sera pas plus grave. Quand on reviendra à un calendrier normal, il sera toujours temps de rebondir puis de montrer un visage intéressant comme on l'avait montré lors des 4-5 dernières années, où on a senti un progrès des clubs MLS dans cette compétition. Mais malheureusement, pas cette année, le contexte ne leur est pas favorable. Ça va être vraiment compliqué. Mais encore là, j'aimerais me tromper. Ce serait le fun qu'on ait des surprises à ce niveau-là. Bah, écoutez, je vais donner mon avis moi aussi. Atlanta United America, je vais vous dire, c'est presque impossible. Remonter déjà Club America, qui est un des meilleurs clubs de la région, remonter 3 buts à Club America, je trouve pas que c'est possible. LAFC, Cruz Azul, je pense que LAFC a vraiment est capable de faire quelque chose contre Cruz Azul. Je pense que déjà le fait qu'il n'y ait pas eu de match aller sur un match, tout peut se jouer. Donc si on a en plus un Vela qui est enfin retourné de blessure, qui devrait avoir eu plusieurs entraînements dans les jambes avec un Diego Rossi, ça peut faire quelque chose. On va voir si Los Angeles FC peut passer Cruz Azul. Du côté de New York City FC et Tigres, Tigres ont gagné le premier match, mais c'est juste un but. Je vois bien New York City FC si jamais Ronny Deila a réussi à vraiment trouver la formule magique pour qu'enfin ils arrivent à marquer des buts, parce que c'est une équipe qui a du mal à marquer des buts. Je pense que New York City FC peut tirer son épingle du jeu, sachant qu'ils ne jouent pas devant le public chaud du côté du Mexique. Donc, ce serait quand même assez intéressant de voir New York City FC monter. Et du côté de l'Impact de Montréal, écoute, oui, il y a 2 buts à marquer, mais on a vu que l'Impact de Montréal, grâce à Kyoto, grâce à plusieurs autres joueurs, est capable de marquer des buts. On l'a vu cette saison, contrairement aux saisons passées où ça marchait bien du côté de l'attaque. Il y a une possibilité aussi, et le fait de ne pas jouer au Honduras, ça aide beaucoup. Après, il faudra faire attention à ne pas se prendre en contre-attaque, parce que sur le match aller, c'était comme ça. C'était 2 buts sur des contre-attaques. L'Impact avait dominé CD Olympia, puis avait encaissé 2 buts sur 2 contre-attaques, beaucoup d'espace dans le dos des défenseurs. Je pense que c'est l'équipe de l'Impact de Montréal est beaucoup plus préparée avec une saison dans les pieds. Donc, on verra si jamais l'Impact pourra le faire, mais je ne vais pas dire que je suis confiant, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais j'ai comme l'impression que logiquement, ce sera Olympia qui passera, mais ça ne m'étonnerait pas si l'Impact arrivera. On va espérer qu'Olympia ait un surcroît de confiance parce qu'ils sont sur une séquence, je pense, de plus de 15 matchs en défaite. Alors, ils vont peut-être arriver avec la grosse tête. On peut espérer ça aussi, c'est vrai. On verra bien. D'un autre côté, n'oubliez pas qu'il y a aussi les demi-finales qui vont se jouer cette semaine aussi. Ça va se jouer à ce moment-là, dépendamment des quarts de finale. Les demi-finales se joueront le 19 décembre, donc samedi prochain, avant que la finale ne se joue le 22 décembre. Donc, ce sera le mardi prochain. Donc, tout en l'espace d'une semaine, quart de finale, demi-finale et finale. Les amis, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec moi. Antoine, j'espère que tu vas reprendre un peu, toi, du poil de la bête et que tu ne seras pas trop déçu pendant trop de jours. Merci d'avoir donné ton expertise sur les Sounders de Seattle surtout. T'inquiète, c'est un plaisir. Honnêtement, ce club, il a peut-être raté complètement sa finale, mais ça reste une saison plutôt réussie.
pour Seattle. Donc, j'en suis pas. Enfin, voilà, si on fait le bilan de la saison complète, ça aurait été une très belle saison de MLS. Et c'est un plaisir de faire ce podcast avec vous. Ouais, c'est toujours un plaisir de te parler, Antoine. Raphaël, on espère que les prochains podcasts, ce sera pas, désolé, tes équipes sont éliminées et qu'on va pouvoir parler de tes deux équipes d'Atlanta et Los Angeles Galaxy. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir aussi d'avoir ton expertise sur les autres franchises et sur la MLS en tant que telle. Merci beaucoup d'avoir été là encore. J'espère aussi, effectivement, qu'il y aura plus d'actualités. Je pense qu'il y en aura dans les prochains jours, puisqu'on est à la recherche d'entraîneurs, que ce soit du côté d'Atlanta ou du LA Galaxy. Et il y aura sûrement quelques mouvements de joueurs aussi à venir. Donc, je pense qu'il y aura pas mal d'actualités. Et on pourra en parler un peu plus tard, quand le moment sera venu. Et c'est aussi toujours un plaisir de parler de cette belle compétition qu'est la MLS, avec toujours de très beaux clubs, de très belles franchises qui nous font plaisir, que ce soit Minnesota cette saison qui a fait des beaux playoffs, le Sounders qui était assez solide jusqu'à la fin, et le Crew qui a été un peu une surprise quand même pour moi cette saison, même s'ils avaient un bel effectif de début. Donc c'est toujours un plaisir de parler avec vous de cette compétition, et j'espère qu'on pourra le refaire très vite. Ouais, nous aussi, en tout cas, tu es le bienvenu quand tu veux. Mathieu Lemay, merci encore de ton expertise. C'était très agréable comme d'habitude. On a l'habitude de parler, toi et moi, puis c'est toujours un régal de se parler. Merci encore d'avoir été là. Ah, c'est toujours un grand plaisir, mon cher Adi. Puis ça l'est encore plus en compagnie de Monsieur, on a près de Coriche, Raphaël, et puis Antoine, Mr. Grunge, Seattle. Mais leur connaissance, leurs commentaires, c'est toujours très apprécié de les partager, de les entendre et d'échanger avec eux. Puis moi, je conclurais avec juste une petite donnée comme ça pour montrer à quel point la MLS, il faut le voir, cette ligue-là, positivement, mais aussi pouvoir du positif pour le club de l'Impact. Les 4 équipes qui étaient en demi-finale avaient toutes quelque chose en commun. Elles avaient en leur sein un meneur de jeu, un joueur qui avait des capacités techniques et créatives au-dessus de la moyenne. Carlos Hill avec Nouvelle-Angleterre, Nicolas Lodeiro à Seattle, Lucas Zelarayan à Columbus et Emmanuel Reynoso à Minnesota. Alors je me dis que le jour où l'Impact aura ce type de joueur-là, on aura fait un grand bond en avant. Je ne dis pas qu'on va gagner la Coupe MLS, mais ça va aider quand on regarde la configuration de cette ligue. Et malgré la pandémie, malgré les difficultés, la COVID, on a eu droit quand même à du très bon spectacle pendant ces séries éliminatoires. Et j'ai déjà hâte à l'année prochaine en espérant que cette fois, on revienne un peu à la normale. Voilà. On a tous hâte à l'année prochaine, et je suis sûr que vous aussi, nos chers auditeurs de Culture Soccer, nous, on va vous laisser pour cette semaine et on sera de retour pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.